J'ai laissé mon alliance sous un mug de café et je suis parti avant qu'elle ne se réveille. Elle pensait que j'étais au travail. J'étais déjà sur un autre continent. 19 ans à être invisible dans ma propre maison. Et il n'a fallu qu'une année de planification pour disparaître complètement. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais bâti pendant qu'elle ne regardait pas. Je m'appelle Grégoire Caron. J'ai 49 ans. J'ai passé 21 ans comme contrôleur de gestion pour un grand groupe de BTP à Nantes. Je connaissais les chiffres comme certains connaissent la mécanique. De manière intuitive, totale. Je pouvais repérer une anomalie dans un rapport d'audit de 400 pages comme un chien de chasse trouve une piste. Cette compétence a payé notre maison, nos vacances, les frais de scolarité de notre fils en école d'ingénieur, et pendant 19 ans, elle a financé un mariage dans lequel un seul d'entre nous était réellement présent. Béatrice était magnifique quand je l'ai rencontrée. Vive, pleine d'esprit, le genre de femme qui remplit une pièce sans même essayer. Je suis tombé amoureuse éperdument et je ne prétendrai pas le contraire. Nous nous sommes mariés jeunes et nous avons construit quelque chose de réel, du moins c'est ce que je pensais. Adrien est arrivé alors que nous étions encore en train de chercher nos marques. Et pendant un temps, nous formions une véritable famille. Mais aux alentours de la 8e année, Béatrice a cessé de me voir. Je ne dis pas ça de façon poétique. Je veux dire qu'elle a littéralement cessé d'enregistrer ma présence. J'entrais dans une pièce et elle continuait de parler au téléphone. Je mentionnais quelque chose d'important et elle répondait à une phrase que je n'avais pas prononcée. Après un moment, on arrête de parler parce que parler dans le vide finit par briser un homme. Je veux être honnête avec vous. Je n'écris pas ceci pour la faire passer pour une mauvaise personne. Je l'écris parce que je sais qu'il y a des hommes, là, tout de suite, assis à table en face de quelqu'un qui ne les voit pas, et ils se demandent s'ils deviennent fous. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste invisible. Et un homme invisible finit par disparaître. J'ai passé 14 mois à me préparer. Pas sur un coup de tête. Pas par méchanceté. Avec la même précision que j'appliquais à chaque audit, j'ai tout documenté. J'ai liquidé mes avoirs prudemment, déplacé des fonds en somme assez petite pour ne pas attirer l'attention. J'ai établi une fiducie au nom d'Adrien à laquelle Béatrice ne pouvait pas toucher. J'ai cherché, j'ai planifié, j'ai attendu. Le matin de mon départ, il était 4h47. Il faisait encore nuit noire. J'avais déjà chargé la voiture la veille au soir. J'avais déplacé mes affaires lors de trajets graduels sur 2 semaines pour que rien ne semble soudain. Il ne restait qu'un sac. Ma sacoche de travail, celle que je portais chaque jour depuis 19 ans, maintenant remplie de tout ce qui comptait. J'ai posé les clés sur la table de la cuisine. La clé de la maison, celle de la voiture, celle de la boîte aux lettres, toutes alignées bien droites, comme j'aimais que les choses soient. Mon alliance a fini sous mon mug de café. Je suis resté là exactement 1 minute, à regarder cette cuisine que j'avais rénovée après le dégât des eaux de 2019, les plans de travail que j'avais choisis, les poignées de placard que j'avais installées moi-même un samedi pendant qu'elle déjeunait en terrasse avec ses amis. Puis je suis sorti, j'ai chargé le dernier sac et j'ai roulé vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Elle se réveillerait vers 7h15, se ferait son café parce que je n'étais plus là pour le préparer, et supposerait que j'étais parti tôt pour une visite de chantier. C'était ce que le calendrier indiquait, une réunion matinale à Bordeaux. Elle ne se douterait de rien. Au moment où elle ferait couler ce café, j'avais déjà passé la sécurité. Et au moment où elle appellerait mon téléphone, qui sonnerait 2 fois avant de s'éteindre pour toujours, j'étais dans un avion, pas pour Bordeaux, pas pour une autre ville française, mais pour un autre continent. Elle pensait que c'était une journée de travail ordinaire. Elle n'avait aucune idée que c'était la dernière. Le vol a atterri à Montréal à 6h40 du matin, heure locale. Je suis resté assis dans le terminal pendant 2 heures, buvant un mauvais café et regardant les hommes d'affaires en costume traverser le hall comme s'ils avaient un endroit important où aller. J'avais été l'un d'entre eux. Ce matin-là, je n'étais personne, et être personne ressemblait à la liberté. Je ne restais pas au Québec. Montréal n'était qu'une escale, une rupture nette dans la trace. De là, j'ai volé vers Lisbonne, où j'avais réservé un appartement meublé sous un nom que je construisais discrètement depuis 14 mois. Alain Marchand. Pas clinquant, pas mémorable, juste un nom qui convenait à un homme tranquille qui payait en espèces et ne demandait rien à personne.
L'appartement était au 3e étage d'un immeuble étroit près du quartier de l'Alfama. Petit, propre, avec une fenêtre donnant sur des toits de tuiles. Je me suis assis sur le bord du lit simple et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Pas par tristesse, mais à cause de cette sensation étrange et désorientante d'avoir enfin accompli ce que l'on planifiait depuis plus d'1 an. Je me suis donné une semaine pour respirer. Puis je me suis mis au travail. À Nantes, j'avais passé les 8 derniers mois à restructurer discrètement mon empreinte financière. Mon salaire était versé sur notre compte joint depuis 19 ans, jusqu'à il y a 14 mois, quand j'ai ouvert un compte séparé dans une banque régionale. Béatrice n'avait jamais entendu parler des augmentations que j'avais reçues ces 3 dernières années. Je les avais redirigées là-bas. Des ajustements assez petits pour que le solde commun reste cohérent. Elle n'a jamais regardé les relevés d'assez près pour s'en apercevoir. J'ai aussi établi un fonds pour Adrien, non pas via notre notaire habituel, mais par un cabinet à Lyon que je n'avais jamais utilisé. Ce fonds contenait une part importante de mes économies personnelles. Le nom de Béatrice n'apparaissait nulle part. Adrien ne le savait pas encore. C'était intentionnel. J'avais besoin qu'il le découvre selon ses propres termes, pas à travers moi, ni à travers elle. L'appartement à Lisbonne était un point de départ, pas une destination. Je n'avais pas l'intention de rester en Europe de façon permanente, mais j'avais besoin de distance. Une vraie distance, celle qu'on ne peut pas franchir en voiture en un week-end. Pendant que je laissais la situation se tasser, j'observais la réaction de Béatrice, et elle a réagi vite. Au 4e jour, j'ai consulté un compte email secondaire que j'avais créé spécifiquement pour la surveillance. Un service d'alerte juridique auquel je m'étais abonné a signalé une activité sur notre prêt immobilier commun, une demande d'un organisme de crédit tiers. Elle essayait de débloquer des fonds en utilisant la maison comme garantie. La demande a stagné quand le prêteur n'a pas pu me joindre pour la vérification du co-emprunteur. Au 6e jour, le même service a signalé autre chose. Une demande de crédit sous mon numéro de sécurité sociale par une institution financière nantaise. Elle a essayé d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit à mon nom. Je suis resté un moment avec cette information, sans être surpris. Je l'avais anticipé. C'est pour cela que 3 mois avant mon départ, j'avais placé un gel de sécurité sur mon dossier de crédit auprès de tous les bureaux. La demande a été rejetée en 48 heures. Elle essayait déjà d'utiliser mon nom comme un outil, comme elle l'avait toujours fait. J'ai pensé à Adrien pendant ces premiers jours plus qu'à n'importe quoi d'autre. Il avait 25 ans, vivait à Lyon, travaillant pour un cabinet de conseil en ingénierie. Nous avions une relation décente, pas aussi proche que je l'aurais voulu, mais solide, honnête. Quelques semaines avant mon départ, j'étais remonté à Nantes après une visite de chantier et je l'avais appelé sur la route du retour. Nous avions parlé pendant 1 heure. Je ne lui avais pas dit ce que je préparais, mais avant de raccrocher, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis fier de toi, et que je serai toujours joignable si tu as besoin de moi. Il était resté silencieux une seconde. Puis il a dit, on dirait un adieu, papa. J'ai répondu, je dis juste ce que j'aurais dû dire plus souvent. Il n'a pas insisté. C'était Adrien. Il comprenait toujours sans avoir besoin de pousser. J'avais laissé une enveloppe pour lui avec une adresse de contact. Scellée, datée, avec pour instruction de ne l'ouvrir que dans 1 an. Elle l'attendait dans un tiroir à Lyon. Quoi qu'il arrive ensuite, j'avais besoin qu'il comprenne à son rythme. Pas à travers une version déformée des faits, pas à travers l'histoire qu'elle était déjà en train de construire. Sa version devait venir d'une vérité brute. Béatrice n'était pas du genre à s'effondrer silencieusement. Je le savais. C'était une femme qui gérait le choc par l'action. Rapide, agressive, parfois imprudente. Alors, quand j'ai surveillé la première vague de sa réponse depuis un café à Lisbonne, je n'ai pas été surpris par la vitesse. J'ai été surpris par l'ordre des choses. Elle n'a pas appelé la police en premier. Elle a appelé son avocat. Cela m'a tout dit sur la façon dont elle cadrait la situation dans son esprit. Pas un mari disparu, pas une urgence familiale, mais une situation juridique. Au 4e jour, elle avait déjà contacté notre banque. Le compte courant joint a été bloqué en attendant une procédure de litige entre conjoints. C'était sans importance. Je n'avais pas touché à ce compte depuis 8 mois. Ce qu'elle a trouvé en creusant plus profondément était d'une toute autre nature.
Le prêt immobilier secondaire sur la maison avait été remboursé intégralement, pas récemment, mais 3 ans plus tôt, à partir d'un compte qu'elle n'avait jamais vu. Elle avait effectué des versements mensuels pour un solde qui n'existait plus, et ses trop-perçus s'accumulaient sur un compte de garantie. J'ai su le moment exact où elle l'a découvert car le service de surveillance a signalé une demande d'un cabinet d'avocats nantais pour obtenir les documents de prêt remontant sur 5 ans. Son avocat était déjà en train de monter un dossier. Ce que Béatrice n'a pas trouvé, ce qu'elle ne pouvait pas trouver, c'était le fonds de placement. Je l'avais structuré avec soin via un cabinet lyonnais sans aucun lien numérique avec quoi que ce soit lié à notre mariage. Le fonds était au nom d'Adrien. C'était propre, légal et totalement hors de sa portée. Quand son avocat a fini par envoyer une mise en demeure à notre notaire de famille demandant un inventaire complet des actifs conjugaux, le fonds n'y figurait pas car, techniquement, ce n'était pas un actif conjugal. Cela ne l'avait jamais été. Elle a tenté ensuite de forcer la ligne de crédit. La demande est revenue refusée sous 24 heures. Mon gel de sécurité tenait bon. Puis elle a tenté quelque chose que je n'avais pas totalement prévu. Elle est allée voir mon employeur. L'appel est arrivé au 8e jour. Mon directeur au sein du groupe de BTP a reçu un message de Béatrice demandant si j'avais été placé en congé prolongé, si mon poste était toujours actif et s'il y avait des inquiétudes concernant mon état mental. Elle présentait cela comme une vérification de mon bien-être. Elle présentait tout comme quelque chose que ce n'était pas. Mon directeur, un homme intègre nommé Pierre Gallois, qui travaillait avec moi depuis 11 ans, lui a répondu que mon statut d'employé était confidentiel et qu'elle devait diriger ses demandes juridiques par les voies appropriées. Puis il a appelé le numéro d'urgence que j'avais laissé dans mon dossier personnel 2 mois avant mon départ. L'appel a été transféré sur un téléphone secondaire que je surveillais depuis Lisbonne. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai pris note. Ce qui s'est passé ensuite m'a sincèrement pris de court. Au 11e jour, Adrien a appelé Béatrice, non pas parce qu'elle l'avait contacté, mais parce qu'un ami commun de la famille lui avait dit que son père n'avait pas été vu depuis près de 2 semaines. Adrien a appelé sa mère. Elle lui a donné sa version, tout le spectacle. Au 12e jour, Adrien a laissé 3 messages vocaux sur mon ancien numéro, qui était déjà déconnecté, et un sur une ligne secondaire que je lui avais donnée des années auparavant pour les urgences. À celui-là, j'ai répondu. Sa voix était contrôlée mais tendue. « Papa, j'ai besoin de savoir si tu vas bien. Dis-moi juste que tu vas bien. » « Je vais bien, ai-je dit. Je vais mieux que je ne suis allé depuis des années. » Silence. Puis il a ajouté, « Elle dit que tu as fait une sorte de dépression nerveuse. » Je sais ce qu'elle dit. Je lui ai dit, « J'ai besoin que tu gardes cette enveloppe que je t'ai demandé de conserver. Ne l'ouvre pas encore. Garde-la juste. Papa. » Adrien. J'ai gardé ma voix calme, comme quand je lui expliquais des choses difficiles lorsqu'il était enfant. Je n'ai pas craqué. J'ai pris une décision. Il y a une différence. Tu comprendras tout quand le moment sera venu. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance comme je t'ai toujours fait confiance. Un autre silence. Plus long cette fois. D'accord, a-t-il fini par dire, mais tu m'appelles. Tu m'appelles toutes les 2 semaines minimum. Marché conclu. Marché conclu, ai-je répondu. J'ai raccroché et je me suis assis à la petite table près de la fenêtre à Lisbonne, regardant la lumière bouger sur les toits. Adrien était solide. Il tenait bon. Quoi que Béatrice lui dise, il ne la valait pas tout rond parce qu'il me connaissait. Il m'avait toujours mieux connu qu'elle ne le ferait jamais. C'était ça, le revers d'être invisible pendant 19 ans, les gens qui regardaient vraiment, ils voyaient tout. Je veux être précis sur un point. Adrien n'a pas choisi de camp. Pas tout de suite. Ça aurait été trop facile. Et Adrien n'était jamais dans la facilité. Il était méthodique comme moi, le genre de jeune homme qui avait besoin de comprendre une situation pleinement avant de s'engager. Béatrice avait toujours interprété cela comme de la froideur. Moi, j'y voyais de l'intégrité. Après notre appel, il est resté silencieux pendant environ 10 jours. Pas d'appel, pas de message. Je n'ai pas insisté. Je savais qu'il analysait, qu'il parlait à des gens, qu'il pesait les choses. Je l'avais élevé pour qu'il réfléchisse avant de réagir. Et c'était exactement ce qu'il faisait. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai découvert bien plus tard,
c'est ce qu'il a découvert pendant cette fenêtre de 10 jours. Béatrice lui avait mis la pression pour qu'il revienne à Nantes. Elle s'était appuyée sur lui avec tout ce qu'elle avait, l'inquiétude, la solitude, la suggestion que son père pourrait être en pleine crise mentale. Elle savait comment tirer sur la corde de la responsabilité d'Adrien. Elle pratiquait cette technique depuis qu'il était adolescent. Adrien a pris un train pour Nantes au 17e jour. Il est resté 3 jours. Le 2e jour, il parcourait des documents dans le bureau à la maison, cherchant les papiers de l'assurance auto que Béatrice prétendait ne pas trouver, quand il a ouvert le mauvais tiroir. À l'intérieur se trouvait un dossier qui était resté là, apparemment intouché depuis des années. Dans ce dossier se trouvaient des échanges de mails imprimés, datés, détaillés, entre Béatrice et un homme nommé Damien Forestier, remontant à presque 6 ans. Damien Forestier n'était pas un collègue. Ce n'était pas un ami. Les emails le rendaient clair dès la première page. Adrien m'a raconté cela des mois plus tard, et la façon dont il l'a décrit, sa voix atone, ses mots précis, m'a fait comprendre qu'il avait dû travailler très dur pour rester calme à ce moment-là. Il n'avait pas affronté sa mère. Il avait discrètement photographié chaque page avec son téléphone, replacé le dossier exactement comme il l'avait trouvé et fini de chercher les documents d'assurance. Il est rentré à Lyon le lendemain matin sans dire un mot à Béatrice sur sa découverte. Il m'a appelé cet après-midi-là. « Papa » a-t-il dit, « j'ai trouvé quelque chose. » J'ai écouté sans l'interrompre. Il m'a exposé les faits méthodiquement. Les dates, les noms, le contenu. Quand il a fini, il y a eu une longue pause sur la ligne. « J'ai besoin de te demander quelque chose » a dit Adrien. « Est-ce que tu savais ?» Pas spécifiquement, lui ai-je dit honnêtement, mais je savais que quelque chose ne tournait pas rond depuis longtemps. Je ne pouvais juste pas le prouver. Et honnêtement, au moment où j'aurais pu le faire, cela n'aurait pas changé ma décision. Ça change les choses pour moi, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu, et je suis désolé que ce soit toi qui l'aies trouvé. Ne t'excuse pas pour elle, a-t-il dit. Le ton de sa voix était net et tranchant. Ce n'est pas à toi de porter ça. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'Adrien n'était pas seulement spectateur. Il se tenait pleinement et clairement du côté de la vérité. Pas de mon côté, pas du sien, mais du côté de la vérité. C'était exactement comme cela que je l'avais élevé. Et l'entendre de sa bouche à 25 ans dans une situation aussi dure m'a rendu plus fier de lui que n'importe quel diplôme ou emploi. Ce qu'Adrien a fait ensuite était quelque chose que je n'avais pas demandé et que je n'aurais pas prédit. Il a contacté un avocat à Lyon de manière indépendante et a fait conserver les photographies de ces documents comme preuve juridique potentielle. Pas de drame, pas d'annonce, juste une étape calme et méthodique franchie par un jeune homme qui comprenait que les faits avaient besoin d'être protégés. Il a appelé Béatrice 2 jours plus tard pour lui dire qu'il était débordé par son travail et qu'il ne pourrait pas revenir à Nantes dans un avenir proche. Elle a pleuré. Il a écouté. Il n'a pas changé sa réponse. Quand il m'a appelé après, il semblait fatigué mais solide. « L'enveloppe » a-t-il dit, « est-ce que je peux l'ouvrir maintenant ?»« Attends encore 2 mois, lui ai-je dit, il y a une raison à ce timing. » Il a expiré lentement. « Tu as tout planifié dans les moindres détails, n'est-ce pas ? » Chaque audit a une procédure de clôture, ai-je répondu. Il a ri à ça. Un vrai rire. Court, surpris, authentique. C'était le plus beau son que j'avais entendu depuis des années. Béatrice a engagé Marc Vallée au 19e jour. Je l'ai découvert via une notification du service de surveillance juridique. Une enquête de fond avait été déposée sous mon nom via un cabinet de détectives privés agréé basé à Nantes. Le cabinet était petit, 3 agents, mais leur empreinte numérique suggérait qu'ils étaient compétents, pas clinquants, méthodiques, le genre de structure qui ne promet pas de miracle mais livre des résultats. Marc Vallée avait 50 ans, ancien enquêteur de la gendarmerie, 13 ans de pratique privée. J'avais anticipé ce mouvement. Quand on disparaît comme je l'ai fait, sans éclat émotionnel évident à poursuivre, la réponse naturelle est d'engager quelqu'un dont c'est le métier de trouver les gens. Je m'y étais préparé. Ce que je n'avais pas totalement prévu, c'était ce que Vallée ferait quand il me trouverait. Il était bon, je dois lui accorder cela. En 3 semaines, il avait éliminé les fausses pistes évidentes. Pas de vol domestique, pas de réservation d'hôtel, pas d'activité de crédit, pas de résurrection sur les réseaux sociaux. Il a épluché mon historique d'emploi, mes relations connues,
mon réseau professionnel. Il a parlé à Pierre Gallois à l'entreprise de BTP qui ne lui a rien donné d'utile. Il a parlé à 2 anciens collègues qui n'avaient pas eu de mes nouvelles. Il a parlé à une voisine qui a dit que je semblais aller bien la dernière fois qu'elle m'avait vu. Puis il a fait quelque chose de malin. Il est allé chercher les choses auxquelles je tenais plutôt que celles que j'avais laissées derrière moi. Mon parcours professionnel était assez public. Contrôleur de gestion, secteur de la construction, orienté système, soucieux du détail. Il a commencé à croiser ses caractéristiques avec les enregistrements d'entreprises dans des marchés ruraux et de taille moyenne à travers le pays. Cherchant une prise de participation par achat au comptant dans quelque chose qui correspondait à mes compétences. Il a ciblé les secteurs avec un fort volume de liquidité, automobile, logistique, petite industrie. Il lui a fallu 6 semaines, mais il a trouvé la piste. Un transfert de propriété partielle, une part de 40% en espèces dans une petite entreprise de conseil en système et diagnostic près d'Annecy, déposée sous le nom d'Alain Marchand. La date de dépôt correspondait. La taille de la transaction était cohérente avec ce que j'avais à disposition et la catégorie d'entreprise me correspondait exactement. Il est venu à Annecy. Il m'a trouvé un mercredi matin, debout sur le parking du cabinet, en train de réviser un manifeste de livraison avec l'un des techniciens. Il ne m'a pas approché directement. Il est resté assis dans une voiture de location de l'autre côté de la rue pendant 40 minutes, a confirmé que c'était moi, a photographié l'extérieur du bâtiment et est reparti à son hôtel. Ce soir-là, il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il m'a appelé, moi, sur la ligne professionnelle secondaire enregistrée au nom du cabinet. Il l'avait trouvé dans les documents de constitution. Monsieur Marchand, a-t-il dit quand j'ai décroché, ou je suppose que je devrais dire Monsieur Caron. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis sorti de l'arrière-boutique pour aller sur le parking vide, laissant le calme de la soirée savoyarde s'installer autour de moi. « Qu'est-ce que vous voulez » ai-je demandé. « Je veux vous dire que je vous ai trouvé, » a dit Vallet, et j'essaie de décider quoi faire de cette information. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Vous avez été engagé pour me trouver et faire un rapport. J'ai été engagé pour vous localiser, a-t-il dit prudemment. Le contenu du rapport m'appartient. Un silence. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. Je sais à quoi ressemble un homme qui fuit une dépression nerveuse. Ce n'est pas votre cas. J'ai attendu. J'ai examiné les finances que votre femme m'a fournies pour établir une base de référence, a-t-il continué. Le fonds, le remboursement du prêt, le gel du crédit. Ce n'est pas l'acte d'un homme qui a craqué. C'est l'acte d'un homme qui a passé plus d'1 an à construire une porte, puis qui l'a franchie. Un autre silence. Je suis passé par un divorce moi aussi. Un divorce sale. Je sais à quoi ça ressemble quand une personne a tout porté pendant que l'autre dépensait tout. Je suis resté sur le parking un long moment, regardant le ciel au-dessus des montagnes. Un grand ciel, sans bruit. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ai-je demandé. Que j'ai trouvé des preuves d'une activité possible dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, a-t-il dit, non concluant. Nécessite une enquête plus approfondie. Je lui facturerai 2 semaines de plus et je ne lui donnerai rien d'utile. Pourquoi ? Parce que mon métier est de trouver les gens, a dit Vallet, pas de décider de ce qui leur arrive après. Et quelque chose me dit que vous l'avez déjà décidé pour vous-même. Il a raccroché. Je suis resté là encore un moment, respirant l'air froid de la soirée. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai fini de réviser le manifeste. 2 semaines plus tard, Béatrice recevait le rapport non concluant de Vallet et engageait promptement un second enquêteur. J'ai appris son existence 3 jours plus tard. Ce second homme, plus jeune, plus agressif, sans passer dans les forces de l'ordre, a commencé à creuser sous un angle différent. Pas mon historique professionnel, mais celui de Béatrice. Et ce qu'il a trouvé là était quelque chose qu'elle n'avait absolument pas prévu qu'il trouve. Le rapport est tombé dans ma boîte de réception de surveillance un vendredi après-midi. Une activité financière signalée dans les comptes personnels de Béatrice remontant à 4 ans. Une série de transferts vers une entité holding qu'elle avait établie à mon insu. Les montants étaient substantiels. Le timing correspondait à une période où nos économies communes avaient discrètement diminué d'une manière que j'avais remarquée sans pouvoir l'expliquer totalement. Elle avait détourné de l'argent de notre mariage depuis des années. Et maintenant, quelqu'un qu'elle avait engagé venait accidentellement de le prouver.
Le second enquêteur s'appelait Damien Lucas. 30 ans, vif, le genre d'homme qui creuse large plutôt que profond et déterre parfois des choses que ses clients ne lui ont pas demandé de trouver. Béatrice l'avait engagé pour reprendre là où Vallet s'était arrêté, trouver Grégoire Caron, confirmer sa localisation, monter un dossier que son avocat pourrait utiliser pour le divorce. Ce que Lucas a trouvé à la place, c'était une piste de papier de 6 ans qui menait directement à elle. Il effectuait une vérification financière standard sur moi, consultant chaque association de comptes, chaque entité enregistrée, chaque historique d'adresse, quand il est tombé sur une anomalie. Un compte joint que Béatrice et moi détenions dans une banque régionale avait montré des retraits constants sur une période de 4 ans. Toujours la 3e semaine du mois. Toujours des montants juste en dessous du seuil de déclaration. La destination, une SARL dont Béatrice était l'unique associée, enregistrée sous son nom de jeune fille, établie il y a 6 ans. Lucas l'a signalé parce que c'était inhabituel. Il n'essayait pas de dénoncer sa cliente. Il suivait juste le fil comme tout enquêteur compétent le ferait. La SARL avait un agent enregistré mais aucune activité commerciale publique, pas de site web, pas de dépôt, aucune fonction apparente. Ce qu'elle avait, en revanche, c'était un compte bancaire, et ce compte avait reçu un peu plus de 190 000 € en 4 ans. Lucas, à son crédit, l'a apporté directement à Béatrice avant de le mettre dans un rapport écrit. Il lui a dit ce qu'il avait trouvé et lui a demandé de clarifier. Elle lui a dit de laisser tomber, que c'était une question financière personnelle sans lien avec l'enquête et qu'elle avait seulement besoin qu'il se concentre sur ma recherche. Il l'a retiré du rapport officiel, mais il a gardé ses notés, d'une manière ou d'une autre. Je ne connais toujours pas le mécanisme exact bien que j'ai mes soupçons sur Vallet. Ces notes sont parvenues au contact avocat de mon service de surveillance à Nantes sous 10 jours. J'ai lu le résumé un mardi matin à Annecy avec un café refroidissant à mes côtés. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à l'avocat que j'avais retenu à Lyon, le même qui avait structuré le fonds d'Adrien, avec une seule instruction, préserver ceci et déterminer ce que cela signifie pour toute procédure future. L'avocat m'a rappelé dans les 2 heures. Son évaluation était directe. Si Béatrice entame une procédure de divorce et tente de réclamer une part des actifs de l'entreprise marchand au motif que le capital de départ provenait de fonds conjugaux, cette documentation sera le contrepoids. Cela ne ferait pas que neutraliser sa demande, cela l'exposerait potentiellement à une action civile en recouvrement pour les 190 000 €. Elle s'est créé un problème, a-t-il dit, elle le construit depuis 6 ans. J'ai répondu, elle ne pensait juste pas que quelqu'un regarderait un jour. J'ai appelé Adrien ce soir-là. Je ne lui ai pas donné chaque détail. Il n'avait pas encore besoin des spécificités financières. Mais je lui ai dit que les choses évoluaient sur le plan juridique et que, quand le moment viendrait d'ouvrir l'enveloppe, le tableau serait plus clair que ce que l'un ou l'autre d'entre nous avait prévu. Il est resté silencieux un moment. Elle prenait de l'argent, on dirait ? Apparemment. Depuis combien de temps ? Au moins 4 ans, peut-être plus. Un long soupir à l'autre bout du fil. C'est pour ça que les économies ne fructifiaient jamais comme elles auraient dû. Je me souviens t'avoir posé la question une fois. Et tu avais dit que tu allais vérifier. Je le faisais, ai-je dit, je n'arrivais juste pas à remonter la source proprement à l'époque. Et maintenant, quelqu'un qu'elle a engagé l'a fait pour elle. Il a lâché un petit rire sans humour. Papa, c'est presque poétique. Presque, ai-je acquiescé. Adrien est redevenu silencieux un instant, et quand il a repris la parole, sa voix avait cette même qualité de contrôle froid qu'il affichait quand il avait pris une décision ferme. Je vais rappeler l'avocat de Lyon, celui qui a gardé les emails. Je veux qu'il parle à ton avocat. Adrien, je ne demande pas de permission, a-t-il dit calmement, je te dis ce que je fais. Tu as passé 19 ans à être prudent et méthodique pour qu'elle ne voie rien venir. Laisse-moi faire la même chose. Je n'ai pas discuté. Il n'y avait rien à redire. Il avait raison. Je me suis réinstallé dans le fauteuil de mon bureau à Annecy, petit bureau, fenêtre unique, regardant les sommets alpins et pensant à l'étrange géométrie des choses qui se dénouent. On passe des années à regarder l'argent disparaître sans pouvoir le prouver. On passe 14 mois à construire une sortie et puis la femme qui vous a poussé dehors engage quelqu'un qui vous remet accidentellement tout ce dont vous aviez besoin. C'est ça, le truc avec les gens qui trichent et cachent des choses, ils ont tendance à supposer que tout le monde autour d'eux fait pareil.
Il ne prévoit pas l'homme qui a gardé chaque reçu, documenté chaque anomalie et simplement attendu que les mathématiques racontent toute l'histoire. Les mathématiques parlaient maintenant, haut et fort. Annecy n'était pas une ville où j'avais imaginé construire ma vie. Mais c'est le propre des nouveaux départs, on ne choisit pas toujours l'endroit autant que l'endroit se révèle être le bon choix. Le paysage montagneux, les rues claires, la culture pragmatique de gens qui construisent des choses de leurs mains et ne passent pas beaucoup de temps à jouer la comédie les uns pour les autres. Cela me convenait d'une manière que Nantes n'avait jamais faite. Le cabinet avait grandi plus vite que je ne l'avais prévu. 18 mois plus tard, j'avais 3 employés à plein temps, une liste de 12 clients réguliers dans la construction, la logistique et la petite industrie. Et une réputation dans la communauté d'affaires régionale comme étant le cabinet qui trouvait les problèmes que personne d'autre ne voulait admettre. Je l'avais bâti sur le même principe que j'appliquais à chaque audit, suivre les chiffres, dire la vérité, ne pas sourciller quand la réponse est inconfortable. Je ne cherchais personne, je veux être clair là-dessus. Laure Vasseur est arrivée un jeudi après-midi de février, envoyée par l'un de mes clients en logistique. Elle dirigeait une entreprise de taille moyenne de paysagisme et de gestion d'espaces verts, 12 employés, 3 contrats commerciaux avec la ville, et une situation comptable que son expert comptable avait apparemment mal gérée pendant 2 ans. Elle s'est assise en face de moi, 46 ans, le regard assuré, et a exposé ses finances avec une franchise que j'ai appréciée immédiatement. Pas d'esquive, pas d'excuses, juste, voici le problème, voici ce que je sais, voici ce que j'ignore. Nous avons passé 2 heures à éplucher ses comptes. J'ai trouvé 4 classifications erronées et une erreur récurrente qui gonflait sa colonne de passifs depuis 18 mois. Elle est restée assise en face de moi pendant que je lui expliquais tout, posant des questions précises, sans jamais essayer de détourner la réunion de son sujet initial, les chiffres devant nous. Quand nous avons fini, elle s'est levée, m'a serré la main et a dit « Vous êtes la première personne que je paie en 2 ans qui me dit enfin quelque chose de vrai. » Elle est partie. Je me suis remis au travail. Elle est revenue 3 semaines plus tard, pas comme cliente, mais pour me recommander quelqu'un. Un ami à elle qui possédait une petite usine et avait besoin du même genre d'analyse. Elle a déposé les coordonnées, a refusé un café et était repartie en 4 minutes. La 3e fois qu'elle est venue, 6 semaines après la première rencontre, elle s'est assise sans y être invitée et a dit « Je vais vous inviter à dîner. » Vous pouvez dire non, mais je préfère demander que de me poser la question. Je l'ai regardée un moment. J'ai une situation compliquée, ai-je dit. Tout le monde de plus de 40 ans a une situation compliquée, a-t-elle répondu calmement, je ne vous demande pas toute votre histoire. Je vous invite à dîner. C'est sa franchise qui m'a eu. Pas de performance, pas de stratégie, juste une personne qui disait ce qu'elle pensait et pensait ce qu'elle disait. J'avais oublié que c'était possible. Nous avons dîné dans un endroit qu'elle connaissait près du lac. Nous avons parlé pendant 3 heures de travail, d'Annecy, des choses qui nous avaient amenés chacun à ce point précis. Elle était veuve depuis 4 ans. Son mari, un entrepreneur, était mort d'un arrêt cardiaque soudain à 51 ans. Elle avait reconstruit son entreprise et sa vie avec la même efficacité méthodique qu'elle avait apportée à mon bureau, et elle en parlait sans chercher la pitié. Je lui ai dit que j'étais au milieu d'une situation juridique impliquant un mariage précédent. Je n'ai pas donné de détails. Elle n'en a pas demandé. Je ne suis pas pressé, a-t-elle dit simplement, et je ne supporte pas les drames. Je l'ai cru. Nous nous sommes vus 2 fois de plus avant que je n'en parle à Adrien. Il a accueilli la nouvelle avec prudence, pas froidement, mais avec réflexion, comme il le faisait pour tout. Sa question principale était de savoir si elle connaissait toute la situation. Elle en sait assez, lui ai-je dit. Est-ce qu'elle connaît ton vrai nom? Oui, ai-je répondu, elle le sait depuis environ 3 semaines. Un silence. Comment l'a-t-elle pris? Elle a dit, je me doutais que c'était compliqué. C'est plus gérable que la plupart des choses auxquelles j'ai eu affaire. Adrien est resté silencieux un moment. Puis il a dit, je l'aime déjà bien. Je ne m'attendais pas à ce que cela compte autant pour moi. Mais la stabilité d'Adrien, sa volonté d'accorder sa confiance là où il jugeait qu'elle était méritée, était l'une des choses chez lui qui me rappelait constamment que j'avais au moins fait une chose de bien en 19 ans. Béatrice a découvert l'existence de Laure 4 mois plus tard par une connaissance commune du milieu des affaires nantais, qui avait apparemment entendu parler de ma situation. L'appel qu'elle a passé à Adrien ce soir-là, selon lui qui m'a appelé immédiatement après,
a duré 22 minutes et a atteint des niveaux sonores significatifs. Adrien a tout écouté. Puis il a dit calmement, « Maman, il est parti. » C'était sa décision. Ce qu'il fait de sa vie après cela, ce sont ses affaires. Elle lui a dit qu'il était déloyal. Il lui a répondu qu'il était juste factuel. Puis il a raccroché et m'a appelé. Elle sait pour l'or, a-t-il dit. Je me doutais que ça viendrait. Tu vas bien? Mieux que bien, ai-je dit. Tant mieux, a répondu Adrien, et je pouvais entendre dans sa voix, ferme, certaine, insensible au spectacle de Béatrice, qu'il le pensait vraiment. La lettre est arrivée à l'adresse enregistrée du cabinet à Annecy un lundi matin au début du printemps. Enveloppe blanche immaculée, papier à en tête d'un cabinet d'avocats de Nantes. Je connaissais le cabinet. Béatrice les avait déjà utilisés pour un litige contractuel mineur 3 ans après notre mariage. Ce n'étaient pas des amateurs. Je l'ai ouverte à mon bureau avec mon café refroidissant à côté et je l'ai lu 2 fois. Béatrice, par l'intermédiaire de ses avocats, déposait une action civile affirmant que le capital de départ utilisé pour établir mon cabinet à Annecy, environ 180 000 €, constituait des actifs conjugaux détournés avant la séparation. Elle demandait le recouvrement de cette somme plus une part de 40% dans la valeur actuelle de l'entreprise, que ses avocats avaient estimée de manière agressive et incorrecte à 740 000 €. Elle demandait aussi le remboursement des frais d'avocat. J'ai posé la lettre, fini mon café et appelé mon avocat à Lyon. Il s'attendait à quelque chose comme ça. Nous préparions la réponse depuis des mois, la documentation de chaque compte source utilisé pour financer le démarrage, retraçant chaque euro jusqu'à son origine avec des eurodatage et des relevés bancaires. L'argent provenait de mon compte séparé, alimenté entièrement par les augmentations de salaire et les bonus détournés du compte joint sur 14 mois. Rien de tout cela n'était considéré comme un bien commun selon le droit français dans ces circonstances, et nous pouvions le prouver au centime près. Mais les avocats de Béatrice avaient un second angle, et celui-là demandait une réponse différente. Il demandait aussi que Alain Marchand soit légalement identifié comme Grégoire Caron, citant une usurpation d'identité frauduleuse dans un contexte commercial. C'était le côté le plus tranchant du dossier. S'il pouvait établir que l'entreprise avait été bâtie sous une fausse identité dans le but de dissimuler des actifs conjugaux, cela changeait considérablement le cadre juridique. Mon avocat n'était pas déstabilisé. Elle jette tout ce qu'elle peut contre le mur pour voir ce qui colle, a-t-il dit. L'argument de l'identité a ses limites. Tu n'as pas pris une fausse identité pour dissimuler des actifs. Tu l'as prise pour commencer une nouvelle vie, ce qui n'est pas un crime. La documentation du capital de départ tue la plainte pour détournement. Et la documentation sur sa SARL elle rend toute posture agressive de sa part très risquée pour elle-même. Tu penses qu'elle sait pour la SARL? Ai-je demandé. Ses avocats ne lui ont peut-être pas dit à quel point elle est exposée, a-t-il répondu. Les gens engagent parfois des avocats et supposent que ces derniers ne regardent que vers l'avant. Cela regarde aussi vers elle. L'affaire a été portée devant le tribunal de Nantes. Mon avocat a immédiatement demandé un dépaysement vers Annecy, là où l'entreprise était située et où je résidais désormais. La requête a été acceptée 3 semaines plus tard. La date d'audience a été fixée 2 mois après. Je me suis rendu au palais de justice d'Annecy par un matin gris d'octobre, assis à la table de la défense dans un costume que j'avais acheté 2 mois plus tôt. Pas clinquant, juste correct. Mon avocat était assis à mes côtés. De l'autre côté de l'allée, Béatrice était assise avec 2 avocats et un expert financier qu'elle avait fait venir de Nantes. Elle semblait plus vieille, pas d'une mauvaise manière, mais comme quelqu'un qui fonctionnait à la colère depuis 18 mois et commençait à en ressentir le poids. Elle ne m'a pas regardé directement jusqu'à ce que le juge appelle l'ouverture des débats. Puis elle s'est tournée brièvement et nos regards se sont croisés. J'ai soutenu son regard pendant exactement 2 secondes, calme, neutre, ne lui donnant rien sur quoi s'appuyer, puis j'ai reporté mon attention sur le juge. Le juge était un homme précis et pragmatique nommé Bernard Morel, qui avait manifestement lu chaque dossier à l'avance et avait des questions prêtes. Il les a posées méthodiquement, et mon avocat a répondu à chacune avec les documents déjà classés et prêts. Quand l'avocat principal de Béatrice a soulevé l'argument de l'identité, le juge Morel l'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Maître, l'usage d'un pseudonyme dans un contexte commercial n'est pas, en soi, frauduleux. Il vous faudra un seuil de preuve substantiellement plus élevé que ce que vous présentez ici pour soutenir cette affirmation. Avez-vous une documentation additionnelle ?
Il n'en avait pas. La demande pour détournement de fonds a pris plus de temps. Près de 2 heures de témoignages financiers. Mais quand mon avocat a introduit les relevés des comptes sources, les eurodatages et la documentation sur la diversion des salaires, l'expert financier de Béatrice a visiblement recalculé quelque chose sur son bloc-notes et s'est penché vers son avocat avec un commentaire murmuré. L'avocat a demandé une suspension de séance de 15 minutes. Pendant la pause, je me suis tenu dans le couloir devant la salle d'audience, regardant par une grande fenêtre les toits d'Annecy. Adrien était arrivé le matin même et était assis dans le public. Il n'avait pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Savoir qu'il était dans la pièce suffisait. À la reprise, les avocats de Béatrice ont retiré la plainte pour détournement de fonds. L'argument sur l'identité a été rejeté pour preuves insuffisantes. Les questions de procédure restantes ont été réglées en 40 minutes. Le juge Morel a clos la séance avec un commentaire que j'ai noté soigneusement. « Monsieur Caron, la Cour ne trouve aucune base aux demandes présentées. La documentation fournie établit une séparation claire et légale des actifs en question. Cette affaire est classée. » L'avocat de Béatrice a immédiatement déposé une intention d'appel. Mon avocat m'a dit discrètement, alors que nous rassemblions nos affaires, que l'appel n'avait presque aucun fondement viable et serait probablement retiré sous 60 jours. Il avait raison. Il a été retiré au bout de 47 jours. Je suis sorti du tribunal d'Annecy dans l'air froid d'octobre, Adrien à mes côtés. Il n'a rien dit pendant un demi-pâté de maison. Puis il a posé brièvement une main sur mon épaule, une poigne ferme, solide, et a lâché. Cela disait tout ce que nous avions besoin de savoir. 18 mois après le tribunal d'Annecy, une revue économique m'a contacté via le formulaire du cabinet. Il faisait un dossier sur les cabinets de conseil financier ayant connu une croissance rapide dans les villes moyennes, loin de Paris, et quelqu'un avait recommandé Marchand Consulting comme une étude de cas intéressante. J'y ai réfléchi pendant 2 jours avant d'accepter. Une partie de moi était encore prudente. Un vieux réflexe. Mais l'appel de Béatrice avait été retiré. L'affaire judiciaire était close. Adrien savait tout. Laure savait tout. Je vivais en étant moi-même. Mon vrai moi, pas une performance de quelqu'un de sûr et d'invisible depuis plus d'1 an maintenant. Rester caché d'une menace qui n'existait plus n'était pas de la prudence, c'était juste une habitude que je devais briser. Le journaliste était professionnel et rigoureux. L'article est paru 4 mois plus tard dans une publication régionale. 2 photographies, l'une de l'extérieur du bâtiment, l'autre de moi à mon bureau examinant un diagramme de système. Le titre était simple, basé sur la précision, comment un consultant a transformé la rigueur financière en un cabinet régional de référence. Ils ont utilisé le nom Alain Marchand tout au long du texte. C'était parfait. Le nom avait acquis sa propre légitimité depuis lors. Je n'ai pas trop pensé à ce qui arriverait ensuite. J'aurais probablement dû. Adrien m'a appelé un samedi matin, 8 jours après la mise en ligne de l'article. « Papa » a-t-il dit, et sa voix avait une qualité particulière. Pas de l'alarme, mais une neutralité prudente que je reconnaissais comme le son de lui gérant quelque chose avant de le dire à voix haute. Maman a trouvé l'article. J'ai posé mon café. Ah bon? Un ami à elle du milieu des affaires à Nantes. Ils lui ont transféré. Elle m'a appelé hier soir. J'ai attendu. Elle ne menace rien de juridique, a-t-il précisé, l'appel est fini. Son avocat lui a apparemment dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Une pause. Mais elle veut te voir. Elle a appelé ça, son mot à elle, une conversation. J'ai réfléchi à cela un instant, à Béatrice lisant l'article, à ce qu'elle avait dû ressentir en voyant mon visage imprimé sous un autre nom, 2 ans après que j'ai quitté la cuisine de Nantes en laissant mon alliance sous un mug. À quel genre de femme lit cela et appelle cela une conversation plutôt qu'une confrontation? Qu'est-ce que tu en penses? Ai-je demandé à Adrien. Je pense qu'elle est épuisée, a-t-il dit avec précaution. Je ne pense pas qu'elle cherche à causer des ennuis. Je pense qu'elle comprend enfin que l'approche qu'elle utilisait n'a pas fonctionné et ne fonctionnera plus. Une autre pause. Je pense aussi que tu es le seul à pouvoir clore ce chapitre proprement pour elle. Pour toi, et peut-être pour moi aussi. C'est cette dernière partie qui a emporté ma décision. J'ai appelé Béatrice ce soir-là. Elle a décroché à la seconde sonnerie, ce qui m'a prouvé qu'elle attendait. La conversation a été courte.
Nous avons convenu de nous voir à Lyon, terrain neutre, la ville d'Adrien. Il a proposé son appartement. J'ai apprécié le geste mais j'ai suggéré un restaurant à la place. Certaines conversations ont besoin d'issues de secours. Nous nous sommes retrouvés un jeudi après-midi au début du printemps. Elle ressemblait à elle-même, soignée, contrôlée. L'armure sociale qu'elle avait toujours portée était parfaitement en place. Mais il y avait quelque chose en dessous qui n'était pas là auparavant. Une fatigue qui allait plus loin que le manque de sommeil. Elle n'a pas joué de comédie. C'est ce qui m'a le plus surpris. Elle n'a pas commencé par des accusations ou des griefs ou la version des faits qu'elle racontait à ses amis. Elle s'est assise en face de moi à une table tranquille dans un coin et a dit « Je veux savoir quand je t'ai perdu ». Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis j'ai dit « Tu ne m'as pas perdu, Béatrice. Tu as cessé de me chercher il y a environ 10 ans. Il y a une différence. » Elle a encaissé cela. Elle n'a pas discuté. Les emails, a-t-elle dit, Damien. Tu savais. Pas spécifiquement. Pas avant qu'Adrien ne les trouve, mais je savais que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. Je ne vais pas me chercher d'excuses, a-t-elle dit. Sa voix était monocorde, factuelle. Je ne vais pas non plus m'expliquer. Je voulais juste que tu saches que je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pris. Je sais. Je n'ai rien répondu à cela. Il n'y avait rien à dire qui aurait ajouté quoi que ce soit. Nous sommes restés là encore 20 minutes à parler de choses sans importance, le travail d'Adrien, le printemps à Lyon, le cabinet. Quand elle s'est levée pour partir, elle a ajusté son manteau avec ce même geste précis qu'elle avait toujours eu. Et pendant une seconde, elle ressemblait exactement à la femme que j'avais épousée. « Est-ce que tu es heureux ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je répondu, je le suis. » Elle a hoché la tête une fois. Puis elle est partie. Adrien attendait au bar près de l'entrée. Il était là tout le temps. Assez loin pour nous laisser de l'espace, mais assez proche si les choses avaient tourné différemment. Il a regardé sa mère sortir, puis il est venu s'asseoir en face de moi. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « C'était net, ai-je dit. » Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Puis il a fait signe au serveur et a commandé 2 cafés sans me demander si j'en voulais un. J'en voulais un. Il le savait. 9 mois après Lyon, Laure et moi sommes montés dans le massif des Aravis un samedi d'octobre, sans plan particulier. C'était son idée. Elle m'avait dit la semaine précédente, tu fixes des tableurs depuis mardi. On va quelque part où il n'y a pas de Wi-Fi. Et c'était réglé. Nous nous sommes garés au départ d'un sentier et avons marché pendant 3 heures dans une nature qui se moquait éperdument de qui nous avions été avant d'arriver là. Les mélèzes avaient jauni. L'air avait cette clarté froide qui vous donne l'impression que vos poumons ont été nettoyés et remplis de quelque chose de meilleur. Elle ne parlait pas beaucoup sur le sentier. Moi non plus. C'était l'une des choses que j'avais appris à apprécier chez elle. Elle comprenait que le silence entre 2 personnes qui se font confiance n'est pas un vide. C'est juste du calme. Nous nous sommes arrêtés sur une crête vers midi et nous nous sommes assis sur un rocher plat pour manger les sandwichs qu'elle avait préparés. En dessous de nous, une vallée s'étendait dans des tons d'or et de rouille sous le bleu dur d'un ciel de haute montagne. « Tu penses à quelque chose de précis ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je répondu, et c'était vrai. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne faisais pas tourner de chiffres, je ne surveillais pas une situation, je ne gérais pas de variables. J'étais juste assis sur un rocher en Haute-Savoie à côté d'une femme qui disait ce qu'elle pensait, mangeant un sandwich qu'elle avait fait parce qu'elle avait remarqué que j'avais oublié de prendre mon petit déjeuner. C'était ça. C'était tout ce qu'il fallait. Adrien a appelé ce soir-là alors que nous redescendions de la montagne. Il venait d'être nommé responsable de projet pour une expertise d'infrastructure majeure à Lyon. Une étape importante, exactement le genre de travail pour lequel il s'était positionné. Il m'en a parlé avec la même méthode qu'il appliquait à tout, détaillant le périmètre et le calendrier, et je pouvais entendre dans sa voix la satisfaction spécifique d'un homme faisant un travail à la mesure de ses capacités. Quand il a fini, il a demandé « Comment va Laure ?»« Elle est juste là, ai-je dit. »« Dis-lui qu'elle est bien pour toi, » a dit Adrien. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle a entendu. Elle a souri au pare-brise sans me regarder. Il dit que tu es bien pour moi, lui ai-je répété. Il est perspicace,
a-t-elle répondu, comme son père. Je n'avais pas pensé à Béatrice depuis 3 semaines. Quand l'idée a refait surface, elle est venue sans poids. Pas de colère, pas de chagrin, pas cette fatigue persistante de l'homme qui porte encore quelque chose qu'il aurait dû poser il y a des années. Elle vivait à Nantes, pour autant que je sache. Adrien gardait un contact minimal. L'affaire de la SARL s'était soldée par une procédure civile séparée que ses avocats avaient réglée discrètement par une restitution 6 mois après la clôture de l'affaire d'Annecy. La maison, notre maison, celle que j'avais passé 19 ans à entretenir, avait été vendue. Béatrice l'avait mise en vente elle-même. 8 mois après la fin du procès, Adrien m'a dit le prix de vente. C'était un prix juste. Je n'ai rien ressenti de particulier, ce qui était exactement ce qu'il fallait ressentir. Le cabinet comptait désormais 11 employés à plein temps et une influence régionale couvrant plusieurs départements. On nous avait approché 2 fois pour un rachat. Les 2 fois, j'avais décliné, poliment, avec la certitude interne que je ne construisais pas cela pour le vendre. Je le construisais parce que c'était ce que je savais faire et que c'était ce qui rendait chaque journée digne d'être vécue. C'était une raison suffisante. Nous sommes rentrés à Annecy vers 20h ce soir-là. Laure a préparé du thé. Je me suis assis à la table de la cuisine, une table différente dans une cuisine différente de celle où je m'étais tenu 3 ans plus tôt à 4h47 du matin, et j'ai regardé la vie que j'avais bâtie pièce par pièce à partir d'une seule décision prise par un sombre matin d'octobre à Nantes. Les clés que j'avais laissées sur cette table n'ouvraient plus rien qui vaille la peine d'être gardé. Celles que j'ai dans ma poche aujourd'hui ouvrent tout ce qui compte vraiment.